Quel est le rôle du politique et quel est le rôle de l'autorité publique? Quel rôle peut-il, quel rôle veut-il jouer? La Smart City, par exemple, nous promet des villes parfaitement fonctionnelles. Faut-il, au nom du progrès, les laisser se déployer aveuglément, alors que, d'un autre côté, on sait que la collecte massive des données pose question notamment et peut menacer notre vie privée? Alors la robotisation du travail, qui pour certains est une opportunité sans précédent, pour d'autres, elle est un risque de ce qu'on appelle, ou ce que certains appellent le chômage technologique de masse, tout en générant des bénéfices colossaux pour les sociétés qui les développent. Là aussi, faut-il légiférer? Et comment? Les gouvernements peuvent-ils laisser le champ libre aux sociétés du big data sans risquer de mettre en péril leur propre légitimité? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons ce soir à nos 5 intervenants, quatre intervenants et notre intervenante. Je vous les présente rapidement. Donc, à côté de moi, Mohsin El Gharbi, échevin à Saint-Gilles, désormais, presque, futur échevin. Chercheur associé à Etopia, qui est le centre d'études d'écolo. Antoine de Bormann, bonsoir. Vous êtes de Bormann, pardon. Vous êtes directeur du CEPES, le centre d'études du CDH. Isabelle Emery, vous êtes députée bruxelloise. Et Michael Verboët, vous êtes député bruxelloise, pardon, PS. Michael Verboët, vous êtes député bruxellois du PTB. Et Corentin Dessal, vous êtes directeur du centre Jean Goll, qui est le centre d'études du MR. Alors avant de commencer, de rentrer peut-être dans le vif des quelques sujets que je les ai abordés dans mon introduction, on voulait vous demander finalement quelles étaient aux unes et aux autres vos visions du progrès. Est-ce que le progrès est absolument indissociable des nouvelles technologies, et inversement, est-ce que les nouvelles technologies sont indissociables du progrès? Est-ce que ce progrès va nous être imposé? Est-ce que on aura finalement encore le choix ou pas? Voilà cette première question que je voulais vous poser. Avant de vous donner la parole, toute dernière chose, les règles du jeu ce soir. Vous avez chacun 3 minutes pour développer les sujets qu'on va aborder. Il y aura en tout 4 tours de table, et puis ensuite il y aura des échanges avec la salle, donc vous serez évidemment les bienvenus si vous voulez poser des questions. Donc je vais commencer avec vous, Mohsin El Gharbi, avec cette question. Pour vous, c'est quoi le progrès? Vous avez 3 minutes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux d'être là, merci pour l'invitation. Alors c'est difficile de répondre en 3 minutes évidemment à cette question, et quand on parle de progrès, j'imagine qu'ici dans le cadre de cette discussion, on parlera essentiellement de progrès technique. Moi vous l'avez dit Sabine en introduction, je fais partie d'une famille politique qui est née vraiment dans les années 70 et dont la forme partie est apparue au début des années 80. C'est une période précisément pendant laquelle on commençait à remettre en cause de manière assez structurée cette notion de progrès technique. Et d'ailleurs, je suis un peu j'ai replongé dans les archives un peu du parti, et j'ai retrouvé un slogan qui était très usité au début des années 80, qui consistait à dire « le progrès, ça se choisit ». On est évidemment dans le contexte de Tchernobyl. Et l'idée était assez simple et assez contemporaine en réalité. Elle consistait à dire qu'il fallait réconcilier en fait le progrès technique avec les enjeux liés à la conscience éthique de tout à chacun, et puis aussi la conscience politique. Et ça posait 2 enjeux en particulier, la connexion entre la question technologique et la question écologique, et peut-être qu'on y reviendra. Et puis ça posait aussi la question du progrès technologique sous l'angle de la question économique. Et l'idée était à l'époque, elle est encore une fois assez contemporaine, de dire qu'il ne suffit pas qu'une technologie soit rentable pour qu'elle advienne de manière légitime. Autrement dit, le développement technologique ne doit pas répondre à la seule logique du marché, elle doit répondre à des questionnements, à des contingences, entre guillemets, qui sont des contingences politiques et démocratiques. Il faut qu'on choisisse collectivement ce qu'on considère comme étant utile sur le plan du progrès technologique, et puis il faut qu'elle intègre un certain nombre de dimensions, et c'est en particulier la question des dimensions environnementales qui sont très actuelles aujourd'hui, qu'il était un peu moins à l'époque, mais déjà à l'époque, on se posait la question du danger
d'une certaine forme de progrès technologique par rapport à l'environnement. Et encore une fois, la catastrophe de Tchernobyl a été un moment, entre guillemets, d'apothéose par rapport à ce souci-là, puisqu'elle a mis en lumière tout ce que le danger du génie technique pouvait représenter pour la société, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'écologie et sur le plan politique. Il me reste 25 secondes. 50. Je vais peut-être insister sur une notion qui est très intéressante et ça pourra peut-être faire l'objet d'un débat ici. Il y a une approche et un ouvrage en particulier qui a véritablement éclairé notre manière de voir les choses aujourd'hui sur ces questions-là. C'est un ouvrage qui est d'un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. C'est un ouvrage qui a été publié en 2010 et qui s'appelle L'accélération. L'idée consiste à voir dans cette question du temps, dans cette question de l'accélération, ce qui définit véritablement notre époque. Le sentiment qu'on peut avoir tout à chacun ici d'être dépossédé de son temps, d'être systématiquement en pénurie de temps. Tout cet enjeu-là, toute cette question-là du temps est vraiment fondamentale et elle est d'autant plus fondamentale pour les technologies parce qu'elle crée en fait ce qu'il appelle des désynchronisations. Autrement dit, on va en parler parce que c'est une question très importante. On est aujourd'hui dans une situation où dans un contexte où le développement technologique est beaucoup plus rapide que la capacité de nos cadres législatifs, de nos modèles sociaux à pouvoir les intégrer. Le développement technologique est tellement rapide qu'on a même du mal, on n'a pas le temps de civiliser les nouvelles technologies, c'est-à-dire de les articuler dans nos modes de vie de manière optimale. On est dans une désynchronisation. D'un côté, rapidité du développement technologique, de l'autre, relative lenteur de nos processus démocratiques, législatifs et politiques, et c'est une question très très importante. Merci Mossine et merci d'avoir respecté le temps. Et bien sûr qu'on reviendra en effet sur cette question, notamment sur la thématique de l'emploi. Antoine de Bormann, à vous. Ce qui est intéressant derrière ce débat, c'est que fondamentalement, je pense que la vision que l'on a du progrès change en fait en fonction aussi de la philosophie que l'on développe. Et donc je pense que c'est vraiment ça la question qui est centrale. En fait, c'est quoi le progrès ? Est-ce que le progrès, c'est de produire toujours plus de biens et d'en consommer toujours plus ? Ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui sont en fait peut-être plus importantes qu'uniquement cette espèce de croissance effrénée qui en fait, depuis l'histoire de l'humanité, est soutenue par des évolutions technologiques ? La première grande évolution, c'est la sédentarisation de l'être humain qui est soutenue par des liens technologiques. On le voit depuis l'avènement de l'ère moderne. En fait, ces progrès technologiques, ils ont permis de diminuer l'accès à la nourriture. Il a permis d'améliorer la santé. Il a permis aussi d'avoir des relations plus apaisées. Et donc on voit que ces progrès technologiques ont tout de même été l'initiateur de changements majeurs qui se traduisent aussi par le fait que le nombre de personnes sur la Terre a triplé depuis 50 ans. Et donc la question c'est évidemment finalement est-ce que toutes ces évolutions technologiques qui comme on vient de le dire, poussent aussi à une frénésie aussi de plus en plus importante à améliorer en réalité le bien-être de l'ensemble de la population. Et je ne peux pas ne pas faire le lien direct entre justement le progrès et l'amélioration du bien-être. Or, on le sait, on a eu une amélioration, une croissance économique continue ces dernières décennies, mais qui ne se traduit pas nécessairement par une satisfaction de vie qui augmente de la même manière. Au contraire, on voit plutôt que cette satisfaction a tendance à stagner, voire à diminuer. Et donc, la question du coup de l'usage des technologies, elle rejoint à cette question-là. C'est-à-dire que la technologie, vous savez, c'est un outil. Le progrès technologique ne peut jamais être un but en soi, mais la question c'est est-ce que cet outil, on l'utilise favorablement pour justement améliorer ce bien-être, améliorer cette qualité de vie, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque part un adjuvant pour renforcer aussi des dérives que l'on peut connaître, que ce soit un renforcement des inégalités, un renforcement du consumérisme à tout crin, un renforcement de la dégradation de l'environnement ou une individualisation croissante au sein de la société. Et on sait que l'usage permanent à tout moment de ces nouvelles technologies peut nous pousser à être quelque part, à être plus attentif à ce qui se passe sur son téléphone, qu'à ce qui se passe autour de soi, à ce qui se passe
face à ses voisins. Et donc la question, c'est justement comment est-ce qu'on peut utiliser ces nouvelles technologies pour être plutôt porteur de liens entre justement les personnes qui composent cette société, plutôt que de renforcer cette individualisation. Et en fait, il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Tout dépend de l'usage justement qui est promu. Je prends un exemple, si vous utilisez Skype, c'est formidable comme instrument. Ça permet aujourd'hui à une famille de pouvoir se retrouver autour de ces nouvelles technologies, même à des milliers de kilomètres de distance. Donc voilà un usage tout à fait formidable. À l'inverse, peut-être plus ici, de ce côté-ci, que chez vous, encore que, mais on est tous rivés sur Twitter, on regarde, voilà. Et vous regardez en plus, voilà, et vous allez tweeter sur ce que je viens de raconter pour être sûr que ça va se propager et qu'on va parler dans le monde entier de ce qui se passe à la Maison du Livre ce soir, et ce qui donnera évidemment un écho formidable. Mais est-ce que, est-ce que le progrès se mesure, est-ce que le lien humain, en fait, se mesure au nombre de likes, au nombre de retweets, au nombre de... Voilà, c'est aussi ça, finalement. Donc comment développer ces liens et ce bien-être au sein de la société? Je pense que c'est ça la question centrale derrière ce qu'on appelle le progrès. Merci, Antoine de Corman. Isabelle Emery. Si l'on regarde vers l'étymologie du mot progrès, le progrès c'est en fait aller de l'avant. Donc c'est une définition relativement neutre qu'on peut en donner. Donc les avancées technologiques, c'est un progrès, ça peut être qualifié de progrès, mais ce sens neutre, ce sens est limité. Alors moi j'appartiens à une famille politique qui met en avant les progrès sociaux, donc j'ai envie d'évoquer cela pendant mes 3 minutes. Et donc pour nous, ce progrès, il a un sens, ou en tout cas un contenu plus affectif, plus positif. Ça veut dire qu'une société, puisqu'on parle de social, elle ne peut aller de l'avant que si elle va vers une amélioration de ses conditions. Alors, dans ce sens-là, lorsqu'on parle de technologies nouvelles, la question de leur orientation est importante. Pour nous, elles doivent mener vers plus d'humanité, vers un mieux pour rencontrer les exigences d'amélioration de la société. Et donc, il faut pour cela qu'il y ait des décisions qui soient des décisions politiques volontaristes. Alors le progrès, donc dans cette définition affective et positive, il n'est pas neutre, il n'est pas linéaire, puisque selon l'orientation que l'on prend, les voies peuvent être différentes. Et je vais vous donner un exemple. Les acquis sociaux, selon que l'on se place dans une vision progressiste ou que l'on se place dans une vision qui fait plus appel à des politiques néolibérales ou d'austérité, sont beaucoup moins acquis ou moins acquis. Donc ça, c'est un exemple assez, je pense, déterminant par rapport à ces définitions. Le progrès aussi, c'est un choix de société. Donc, et je voudrais aussi dire qu'un choix de société, s'il fait se tourner vers plus de progrès social, ça veut dire qu'il ne peut être réservé à une élite. Un autre exemple, la médecine évolue. Elle va vers l'avant. Il y a des progrès technologiques, médicaux, qui sont tous les jours créés. Maintenant, si on la réserve à l'élite, on a ce qu'on appelle une médecine à 2 vitesses. Et donc, selon cette conception-là, selon cette définition-là, nous ne sommes pas dans un progrès qui est, selon nous, positif. Alors, le progrès aussi, c'est le changement. Voilà, je vais terminer par là. Le progrès, c'est le changement. En général, dans la plupart des situations, on est assez rétif au changement. Quand au XIXe siècle, quand le machinisme s'est développé, les ouvriers regardaient l'arrivée de ces machines d'une manière qui n'était pas toujours très positive. Mais il y a une force d'adaptation qui fait qu'on doit s'adapter au changement, même si l'adhésion ne se fait pas de manière naturelle. Je suis désolée, je dois vous couper. Mais je termine là. Mais je pense que vous pourrez continuer à développer ces aspects-là dans
La partie suivante du débat qui concerne l'emploi. Michael Van Boet, c'est donc cette question du progrès est-il lié indéfectiblement aux nouvelles technologies? Mais tout d'abord, merci pour l'invitation. Évidemment, quand ici le débat porte sur les nouvelles technologies, la robotique, et donc je me suis fort axé sur ces questions-là. Et donc, le progrès, la révolution numérique, les avancées technologiques, évidemment, ça peut être la nouvelle technologie peuvent être rendre la vie meilleure pour beaucoup et pour la majorité, ça c'est clair. Mais évidemment, ce n'est pas neutre. Donc les nouvelles technologies, tout ça a un contenu bien précis en fonction de qui les utilise, en fonction du point de vue duquel on se place. Je vais donner un exemple très concret pour qu'on puisse le comprendre. Certains disent voilà, il y a un conflit entre ceux qui aiment bien les technologies et ceux qui ne les aiment pas. Moi je pense pas qu'il y a ceux qui les utilisent et ceux qui les utilisent pas. Moi je pense pas qu'il y a un conflit entre quelqu'un qui utilise Amazon et quelqu'un qui n'utilise pas Amazon. Moi je pense au contraire. Il y a peut-être un conflit mais qui n'est pas fondamental. Par contre il reste des conflits très clairs que les nouvelles technologies comme Amazon, que vous connaissez sans doute, c'est ce grand supermarché online, ce e-commerce, il y a un conflit qui reste fondamental dans ce mode technologique, c'est l'opposition entre Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et ses travailleurs. Jeff Bezos, lui, il a gagné entre janvier et mai 2018, selon le Time Magazine, donc c'est pas selon le service d'études du PTB, mais c'est selon le Time Magazine, très sérieux, journal qui a calculé la fortune de Jeff Bezos et qui dit qu'il a gagné 275 millions d'euros par jour. Par jour. Quand on compare ça avec les travailleurs des entrepôts Amazon, et notamment en France, il y en a un en France, dans le nord de la France, il y avait un reportage très intéressant dans le journal Le Soir, je pense de vendredi dernier, dans le cadre du Black Friday, donc vous savez, cette grande braderie sur Internet, sur l'e-commerce. Il y avait un reportage qui expliquait combien gagnait un travailleur d'Amazon, et c'est 1310 € bruts par mois. Donc si on compare le salaire de Jeff Bezos et celui d'un travailleur chez Amazon, ben en fait, le travailleur d'Amazon, il doit travailler pendant 17 000 ans, j'ai fait le calcul, 17 000 ans, pour gagner ce que Jeff Bezos gagne en un jour. Donc évidemment, alors là, Amazon, en soi, ça peut être un progrès, le fait de pouvoir commander sur Internet une série de choses, de se la faire livrer, en soi, ça peut être un progrès, mais évidemment, si on est Jeff Bezos ou si on est un travailleur d'Amazon, le progrès n'a pas évidemment la même connotation. Surtout que, je ne dis pas tout, évidemment, quand le travailleur d'Amazon travaille dans cet entrepôt, chaque pause est chronométrée. Quand il va à la toilette, c'est chronométré. Il y a des témoignages qui montrent que les objets qui sont dans les dépôts changent constamment de place. C'est aussi une technologie qui est utilisée par Amazon. Ils changent constamment de place pour éviter que le travailleur sache « Ah ben tiens, j'ai souvent été chercher tel type de radio, elle est toujours dans le même rayon, et donc je vais court-circuiter le... » Il faut la terminer, oui. Donc je termine rapidement, mais donc tout est organisé pour que le travailleur soit vraiment mis au service de la machine, et que c'est la machine qui décide de tout. Et donc on doit, selon nous, passer d'une logique qui est aujourd'hui, je termine avec ça, où c'est le progrès qui est dicté par la logique du profit, la recherche du profit, et je pense que Jeff Bezos c'est un bon exemple, et on a plutôt passé vers une logique où le progrès et les avancées technologiques sont dictées pour répondre aux besoins sociaux, démocratiques et écologiques de la population, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et vous abordez d'ailleurs déjà tous la question de l'emploi, comme quoi elle est vraiment cardinale dans ces questions de nouvelles technologies. On va terminer ce premier tour de table avec vous, Corentin de Sales, sur votre vision donc, du progrès. Oui, bonsoir. D'abord, je m'excuse platement auprès de tout le monde et auprès des orateurs pour mon retard inqualifiable. Juste, c'est pas pour m'excuser, effectivement, mais c'est le mardi, c'est le jour où j'enseigne à mes étudiants à Scarbeck en haute école, et je me suis toujours j'ai toujours pris pour principe qu'ils ne devaient pas être pénalisés par mes activités politiques, ce qui fait que je fais toujours un point d'honneur de terminer les cours à l'heure et pas avant. Mais donc, en fait, le progrès, une première chose, ça serait pas mal si tous les partis ici autour de la table
autorisait qu'on puisse légaliser l'application Uberpop, qui me permettrait de décongestionner la ville et qui me permettrait d'arriver à temps, effectivement, ici, à ces rendez-vous. Mais plus sérieusement, comme on le disait tout à l'heure, je crois effectivement que quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est le progrès à quelqu'un, la question en fait que vous lui posez, c'est de savoir quelles sont les valeurs qui sont les plus fondamentales à ses yeux. Et c'est l'exercice qu'on a un petit peu fait ici, c'est pour ça que je pense que c'est un exercice assez intéressant. Donc moi je ne vous surprendrai pas en disant qu'effectivement la valeur la plus importante à mes yeux, c'est la liberté. Et donc c'est à cette aune-là évidemment que je juge évidemment tous les progrès, et donc à pas mal de points de vue, c'est vrai il y a eu énormément de progrès, mais dans les autres développements, et on en parlera ce soir effectivement, moi le critère évidemment c'est de savoir en quoi est-ce que la liberté peut être étendue. Alors en quoi cette technologie, on pourrait parler du transhumanisme, les smart cities, les big data, etc. On en parlera effectivement point par point. Comment est-ce que concrètement on peut mesurer qu'une liberté est étendue? Je crois un critère, c'est éventuellement de dire que la liberté de choix est étendue. Au plus, effectivement, le choix pour chaque individu se diversifie, tant en termes de produits, mais aussi en termes d'expérience qu'il peut mener, au plus on peut progresser. Et là, je me rattache à un auteur libéral qui n'est pas très connu, c'est un des rares auteurs libéraux allemands, puisqu'il y en a eu assez peu effectivement dans ce pays, qui est Wilhelm von Humboldt, et qui a écrit effectivement à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, un essai assez intéressant, et dans lequel effectivement il dit que le but de l'homme c'est de développer ses pleines potentialités, étant entendu que les potentialités sont différentes chez tout un chacun, et qu'une société qui se développe et qui progresse est une société où effectivement il y a une très grande diversité d'individus qui développent chacun des talents extrêmement différents. Et c'est pour ça que cet essai s'appelle « Les limites sur l'action de l'État », puisqu'il accuse l'État d'avoir une action homogénéisante, notamment par rapport à l'éducation qui était menée. Donc lui avait développé une conception de l'éducation qui voulait effectivement diversifier le plus possible effectivement l'être humain. Et c'est lui qui est d'ailleurs à l'origine du système universitaire allemand. Alors, je crois qu'effectivement cette liberté de choix est un critère intéressant dans la mesure où je crois que c'est un peu prétentieux de vouloir définir, enfin je le fais indirectement, mais ce qui doit être le progrès pour chacun d'entre nous. C'est en fait à chacun d'entre nous de décider en fonction de ses propres valeurs, qu'est-ce que c'est le progrès. Mais ici, je pense que l'action du politique, puisqu'évidemment le politique est important aussi, c'est d'arriver à créer ce cadre où chacun peut poursuivre ses rêves. Et c'est à ce titre-là que je pense que ces technologies peuvent être intéressantes, sauf si effectivement elles handicapent ou freinent la liberté. Il y a beaucoup de choses qui, dans les nouvelles technologies, peuvent nous rendre esclaves, qui peuvent nous faire perdre notre autonomie, parce qu'elles sont séduisantes et parce qu'on risque d'abdiquer d'un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui attaquent les fondements du sujet de l'individu, que ce soit notre intimité, que ce soit notre intériorité, notre capacité de décision, notre libre arbitre. Il y a beaucoup d'applications qui veulent se substituer à ça. Ça, c'est effectivement un vrai danger. Mais je pense que ça offre aussi beaucoup de possibilités, ne fût-ce que parce qu'évidemment, un des progrès ultime, mais ce n'est pas un progrès au sens effectivement des valeurs que je le dis, mais si on le voit sous l'angle purement technologique, c'est cette quête vers l'immortalité. Je ne pense pas qu'on y arrivera, mais effectivement, cette quête vers l'immortalité est, puisque je me remets un petit peu dans le contexte ici de cette conférence, c'est quelque chose qui permet effectivement de faire énormément de développements scientifiques et technologiques qui en eux-mêmes peuvent apporter du progrès, mais bon, qui sont toujours évidemment au service, enfin qui doivent toujours être jugés en fonction d'un certain nombre de valeurs. Voilà, je pense que j'ai épuisé mon temps. Merci à tous les 5 d'avoir en effet respecté le principe et les obligations de temps qui vous sont imposées.